retour sur le plateau de la radio de l'enseignement catholique dans l'enceinte du Salon des maires. Nous sommes en compagnie de Rémi Dic, maire de Fleuranges, de Dominique Chamba, directeur diocésain de Metz, Yann Diraison, adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique. Pour parler de quoi? Eh bien, pour vous parler, pour vous raconter même. C'est l'histoire d'une volonté, celle de faire naître un établissement d'enseignement catholique sur un territoire difficile, marqué par la désindustrialisation, dans un contexte économique et social particulier, du fait aussi de la frontière avec le Luxembourg. Bonsoir Rémi Dic. Bonsoir. Quelques mots peut-être pour apprendre à vous connaître, parce qu'il y a des choses à dire, en dehors du fait que vous avez été le plus jeune maire de France. Vous l'êtes toujours ou... Alors non, effectivement, j'ai eu cette chance d'être élu à 22 ans, il y a maintenant 5 ans. Donc comme tout le monde, je vieillis et j'ai maintenant 27 ans, donc je ne suis plus aujourd'hui le plus jeune maire de France. Donc plus jeune maire de France à 22 ans, avant même d'être diplômé de Sciences Po, c'est ça? Avant même d'être diplômé de Sciences Po, effectivement, puisque j'ai eu mon diplôme en 2018. 2 ans après avoir été élu maire. Une sorte de prématuré, quoi, en quelque sorte. Non, c'est des questions d'opportunité qui ont été saisies au bon moment et j'ai eu cette chance. C'est vrai que la première chose qui saute aux yeux, c'est votre jeunesse, mais on sait qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Qu'est-ce qui fait que vous avez été élu à 22 ans dans une commune qui est une commune difficile, une commune qui est votre commune de naissance non, oui. Alors, c'est la commune où j'ai toujours vécu, en tout cas quand j'étais jeune. Pas de naissance puisqu'il n'y a pas d'hôpital à Fleuranges en soi. Qu'est-ce qui a amené à être élu dans cette commune? C'est relativement simple, une division de ma majorité avec un maire élu en 2014 qui n'a pas tenu sa majorité, qui n'a pas respecté sa majorité non plus, et qui à un moment donné a connu une fronde en interne dans sa majorité, qui a décidé de démissionner. Le groupe à ce moment-là s'est recherché une nouvelle tête. Et j'ai eu la confiance des anciens du groupe, ceux qui avaient été dans l'opposition pendant des années, puisque nous sommes une opposition devenue majorité, et qui ont voulu mettre un petit coup de jeune à une ville de Fleuranges qui avait bien vieilli. Mais rassurez-moi, vous avez été élu sur un projet. Alors j'ai été élu sur un projet qui était le projet pour lequel on avait été élu en 2014. Et donc pour le mettre en œuvre, mais également pour le mettre en œuvre avec un petit coup de boost sur la méthode. D'accord. Le fond reste le même, mais la méthode a été un petit peu différente. Alors, votre méthode et vos objectifs et votre ambition pour cette ville, qui, comme je le disais tout à l'heure, est une ville difficile, c'est un territoire difficile qui n'a pas été épargné par les épreuves dans les dernières années, on ne peut pas parler de décennies. Alors, déjà, pour replacer dans le contexte, Fleuranges est une ville de 12 000 habitants, dans le nord-est de la France, dans un territoire qui est situé entre la métropole de Metz et le Luxembourg. Ça permet de montrer un petit peu que nous sommes entre deux pôles, dans un univers périphérique et périurbain, avec un ensemble de villes de 12, 14 000, 15 000 habitants qui se situent aux abords dans une communauté de communes qui est la mienne, celle de l'agglomération du Val-de-Fensch. Je me permets de repréciser cela parce que c'est quand même une ville à enjeu industriel, puisque l'agglo du Val-de-Fensch est un territoire industriel. Ça l'est encore. Et c'est un territoire qui est encore à la pointe de l'industrie, il faut le savoir. On n'est pas dans le monde de Germinal. Je tiens à le rappeler parce que quand en 2012, une certaine personnalité est montée sur une camionnette à côté d'un barbecue, on a cru que la ville de Fleuranges n'était plus qu'un territoire perdu de la République où il ne se passait plus rien. Effectivement, on a perdu en réputation, en notoriété. En image, le jour où cet homme est monté sur cette camionnette et a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir puisque les hauts fourneaux étaient déjà perdus d'avance. C'était une question une logique industrielle, ce qui était connu depuis les années 2000, que les hauts fourneaux ne pouvaient pas redémarrer. Donc on le savait que les hauts fourneaux ne devaient pas redémarrer. Ce qu'on a loupé à l'époque, et je finis là-dessus, mais ce qu'on a loupé à l'époque, on a juste perdu du temps, puisque si on avait pris dès 2012 à bras-le-corps le dossier, aujourd'hui la collectivité serait propriétaire du foncier, aurait pu déjà démanteler le site et aurait pu le reconvertir. Et aujourd'hui, c'est le travail qui m'incombe en tant que vice-président au développement économique de l'agglomération du Val-de-Fensch, de savoir que va-t-on faire maintenant de ces magnifiques hauts fourneaux qui ont connu une cessation d'activité en 2019. La méthode, elle est relativement simple, c'est d'essayer... J'aime bien dire que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je communique beaucoup. On essaye avec ma majorité d'être relativement dynamique, de chercher des idées avec un but précis,
La ville de Florence est une ville riche. Je tiens à le dire, il y a beaucoup de maires qui ne veulent pas le dire quand c'est le cas. Nous sommes une ville riche. Nous sommes une ville avec des ressources foncières, agricoles, mais aussi des ressources foncières liées à l'industrie qui, au fur et à mesure des années, a acquis du foncier. Le foncier dans le milieu transfrontalier que nous connaissons et dans lequel nous sommes positionnés est une richesse incommensurable. Et donc le but pour moi de ma ville, c'est de remettre de l'attractivité dans cette ville de Florence qui a souffert en réputation. C'est la colonne vertébrale de mon projet politique, c'est de faire en sorte qu'en matière de développement urbain, la ville connaisse un renouveau d'attractivité, à la fois en matière de développement économique, à la fois en matière d'urbanisme, à la fois en matière d'envie pour les populations de venir vivre sur Florence. Et la création d'un établissement d'enseignement catholique sur votre territoire, c'est de l'attractivité en plus. C'est de l'attractivité. C'est la première discussion que j'ai pu avoir avec les représentants de l'enseignement catholique il y a maintenant 3 ans, parce que je suis un habitué du Salon des maires et j'étais venu un peu naïvement discuter avec l'enseignement catholique pour savoir comment ça se passait pour effectivement ouvrir ou simplement avoir sur un territoire un établissement catholique, si c'était que des acquis historiques ou s'il y avait des capacités de discussion pour créer de nouveaux établissements. Et effectivement, dans ma ville, on se rend bien compte de l'intérêt d'un établissement catholique, d'un établissement privé, en matière d'attractivité. Je l'expliquais tout à l'heure, quand je me rends compte le prix de l'immobilier. Vous n'aviez pas de micro à ce moment-là. Non, je n'avais pas de micro à ce moment-là. Bien qu'on me l'avait déjà proposé à l'époque, mais je ne me sentais pas forcément légitime à le réaliser. Mais effectivement, il y a un vrai objectif aujourd'hui de monter en attractivité. L'école privée répond à un besoin d'une partie de la population. C'est un service que nous donnons à la population, que nous pouvons donner à la population. Et effectivement, s'il n'existe pas, il y a une partie de la population qui ne viendra pas dans ma ville parce que cette population-là va chercher à vivre à proximité, parce que de fonder leur ménage à proximité d'un établissement. Et après discussion avec de nombreux ménages qui avaient fait des choix de quitter ma ville pour aller sur Thionville, parce que dans une ville où il y a des établissements, on s'est rendu compte avec mon conseil municipal qu'il y avait une priorité à essayer de répondre à ce sujet. Ça fait plaisir, Yann Diraison, d'entendre monsieur le maire parler ainsi et de dire qu'on est attractif. Ça fait pas que plaisir, ça résonne avec ce qui est un de nos fondamentaux, qui est de dire que nous sommes là pour répondre à une demande. Monsieur le maire dit un besoin, mais c'est la même chose. À une demande ou un besoin des familles. Et nous n'avons pas de raison d'exister s'il n'y a pas de demande ou de besoin des familles. Et à l'inverse, là où il y a demande et besoin des familles, nous avons raison d'exister. Dominique Chambard. Oui, je crois que derrière, ça montre aussi toute l'attractivité de la Moselle et du Nord Mosella. C'est une région qui a souffert par le passé, mais je crois que ce passé est derrière nous. Et moi qui ne suis pas originaire de Moselle au départ, quand les gens de ma région d'origine, l'Auvergne, viennent en Moselle, ils sont surpris de la beauté de cette région et de l'attractivité qu'il peut y avoir. On est bien sur ces régions, sur ces métropoles. Vous voulez dire qu'il y a une caricature de cette région? Oui, c'est ça. Et ça, je crois que c'est un des points. Monsieur le maire l'a expliqué, cette volonté due aussi à l'attractivité du Luxembourg. C'est clair que derrière, mais aussi cette attractivité est bonne aussi pour la Moselle. Pour la Moselle, pour les Mosellans, pour tous ceux qui y travaillent. Et les échanges que l'on a avec monsieur le maire et le secrétariat général, c'est aussi pour répondre à ce besoin des populations d'avoir aussi à côté de... Il n'y a pas que l'habitat Parlez bien, en fait, dans une commune. Il n'y a pas que l'habitat, il y a également aussi tout ce qui gravite autour. Et l'éducation, sur un projet, on parle aussi projet pédagogique, c'est pas simplement une école. C'est aussi derrière quel projet on peut développer, avec les attentes que l'on a au niveau des formations pour demain. On parlait de l'apprentissage de l'anglais, on parlait de l'apprentissage des langues, on parlait d'une école ouverte sur les arts aussi, on parlait de toutes ces choses-là, d'une école ouverte aussi dans des créneaux qui permettent
aux familles de pouvoir laisser leurs enfants le matin jusqu'au soir. Donc il y a toute une problématique là qui est intéressante dans une région qui est dynamique. Ce Nord-Mosellan est une région dynamique. Qu'en pense Petit 1, votre position? Vous êtes dans un espace qui est assez marqué par le Front National, par le Rassemblement National, pardon. Et qu'en pensent vos administrés? Alors, dans un premier temps, qu'en pense mon opposition? Premièrement, nous sommes dans la constitution d'un projet qui, pour le moment, n'est pas encore finalisé. Hein. Donc, on est sur une intention. Mais une intention que vous avez rendue publique? Pas encore. Pas encore. C'est une intention qui est aujourd'hui une intention de la municipalité qui n'a pas été grandement annoncée dans ma ville. Je n'ai pas encore eu de débat en conseil municipal sur le sujet. Par contre, ce que je peux dire, et je fais un peu le lien avec ce que disait M. Chamba, on parlait d'un besoin. Moi, je prends un peu l'exemple sur les crèches et les micro-crèches publiques et privées. Et on a eu ces débats avec mon opposition, où j'ai une opposition. À Florange, quand je suis arrivé, il y avait un dogme. C'était le dogme du tout public pour des raisons de soi-disant de mixité sociale impérative, où en fait on laissait au Luxembourg le privilège de créer des micro-crèches privées au Luxembourg pour attirer les frontaliers au Luxembourg, par déni de la demande et du besoin, on se refusait d'en créer en France. Aujourd'hui, à Florange, j'ai 6 micro-crèches privées qui, depuis le début de mon mandat, ont ouvert et qui ont chacun leur modèle économique. Vous imaginez, sur un territoire de 12 000 habitants, j'ai 6 micro-crèches qui ont ouvert en moins de 4 ans. Parce que j'ai simplement autorisé les permis de construire. Ça montre qu'il y a une demande énorme en la matière sur un territoire comme le nôtre d'autres choses que ce que le public est capable d'autoriser. Et ce qui vaut pour les crèches vaut pour des établissements, disons, type collège ou lycée? J'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin, qu'il y a une attente de notre population d'une doctrine éducative, d'une doctrine d'enseignement, d'une méthode. Peut-être d'une notoriété d'enseignement également, hein. C'est parfois aussi des enjeux de notoriété, ou peut-être en tout cas de quelque chose de différent dans la méthode et dans la gestion de ce que l'école publique a l'habitude de faire. On peut peut-être s'arrêter à cela. Et effectivement, créer l'alternative, pour moi, n'est pas un crime, mais je m'attends dans mes oppositions à avoir la même réaction que la réaction qu'avait mon opposition pour les micro-crèches, ou pour les micro-crèches, mon opposition était vent debout. Ils étaient vent debout parce que pour eux, c'était privatiser un service et casser la mixité de fait. Ce qui n'est pas le cas, hein. Je le dis, j'ai une petite fille. Ma petite fille, alors que je suis maire, est à la crèche publique parce que j'avais estimé que c'était nécessaire de la mettre à la crèche publique. J'avais pas forcément l'envie de la mettre à la crèche privée. J'avais pas l'attente du fait de la mettre dans une crèche privée, contrairement à d'autres familles qui ont un besoin. On parlait par exemple du périscolaire, de la question de la garde. Par exemple, ne serait-ce que là-dessus, il peut y avoir une différence entre ce que le public peut permettre et ce que le privé peut réaliser, avec un équilibre économique totalement différent. Vous avez vous-même une expérience personnelle de l'enseignement privé? Non, pas du tout. Je suis même tout au contraire un enfant de l'école républicaine et laïque. Hein. Oui. Je n'ai pas fait une seule année dans l'enseignement catholique. J'ai réussi à franchir les échelons d'abord du collège puis du lycée et ensuite de Sciences Po Paris par des moyens et des méthodes qui sont liées à ce que l'école publique peut permettre, à des partenariats publics. Voilà, j'ai jamais eu d'opportunité d'aller dans une quelconque école privée. Mais que l'école catholique soit aussi une école républicaine n'est pas une proposition que vous réfutez? De quoi, pardon? Que l'école catholique soit républicaine n'est pas une proposition qui vous paraît l'école sous contrat, l'école catholique sous contrat me semble évidemment républicaine à partir du moment où elle répond bien évidemment à la doctrine éducative qui est fixée par l'éducation nationale. Après, c'est une question à mon avis de méthode, et là je laisse forcément plutôt les experts en parler. Monsieur dit raison. On va même oser dire qu'il y a des laïcs si la laïcité c'est l'accueil de tous. Oui. Quand on relit certaines brochures d'enseignement catholique, j'en ai une sous les yeux, l'école catholique, un partenaire au cœur de votre territoire, ça vous parle? Pour le
moment, pour la ville de Florange, pas encore, puisque Oui, mais nous ne connaissons pas. en termes de potentialité. Mais en termes de potentialité, oui, j'en suis persuadé. Mais je crois de toute manière dans la dynamique de toute nouvelle structure sur un territoire, enfin, que ce soit une école, que ce soit un lieu d'enseignement, une association, n'importe quel pôle crée son propre dynamisme au cœur d'un territoire, crée son engagement, ses bénévoles, une envie, un intérêt pour le territoire, parce qu'il y a des valeurs qui se diffusent, quoi qu'il en soit, peu importe par la structure, peu importe la qualité de la structure, il y aura des valeurs qui vont se diffuser grâce à cet établissement. Mais l'idée, c'est d'offrir à vos administrés, et peut-être au-delà, un choix entre l'établissement public et l'établissement catholique. Exactement, d'offrir le choix, de pouvoir avoir dans une notion de proximité, à un moment où les écoles thionvilloises qui sont juste à proximité, mais elles sont pleines. Elles sont pleines à craquer, et ça, M. Chamba pourrait le dire mieux que moi. Aujourd'hui, les Florangeois n'ont pas l'opportunité, les Florangeois qui le veulent, n'ont pas l'opportunité d'aller sur Thionville, parce qu'il n'y a déjà pas de place pour les Thionvillois dans les écoles thionvilloises, puisque les écoles refusent autant d'élèves quasiment, et ça je ne suis pas le spécialiste, mais refusent autant d'élèves qu'elles en accueillent. Donc on voit bien qu'il y a un engorgement du côté du Thionvillois, qu'il y a un besoin de se développer du côté des établissements thionvillois, et il y a une volonté d'une partie de la population sur Florange, mais dans les villes aux abords, sur Famec, sur Uckange, dans l'Orne. La ville de Florange est quadrillée de tous les axes autoroutiers du territoire, et effectivement, jusqu'à Metz, il y a un territoire sans enseignement privé qui existe. Alors, le mot de l'expert, Dominique Chamba. Oui, on a sur la ville de Thionville 2 établissements qui sont remplis, qui sont très remplis, où les demandes des familles, c'est tout, ça reprend un petit peu toujours notre problématique, le besoin des familles, on ne peut le satisfaire souvent, avec pour certaines familles, des familles qui ne comprennent pas, notamment quand il y a des fratries. C'est très compliqué pour nous pour dire il y en a un qui est dans l'école et puis on ne peut pas prendre l'autre parce qu'il est là. Donc le projet sur Florange, aussi dans une logique d'un bassin qui se développe et qui est tourné vers l'avenir. Je crois que quand on échangeait avec monsieur le maire aussi sur, par exemple, la fameuse entreprise ArcelorMittal, elle n'est plus dans la logique germinale. Elle est dans la logique du digital, des associés très spéciaux, très spécialisés, des choses comme ça, avec des liens avec des écoles d'ingénieurs, avec l'université de Lorraine. Donc on a changé complètement de physionomie, et toutes ces familles qui travaillent sur cet axe-là veulent aussi une école qui développe, qui soit, certes, ils ont le choix, je crois que c'est bien en complémentarité aussi de l'école publique que tout se fait, mais cette complémentarité, c'est une complémentarité positive au service des jeunes pour que ces communes-là, comme vous nous le faisiez remarquer, monsieur le maire, aient cette attractivité pour qu'il y ait des implantations au niveau urbanisme. Concrètement, on en est où, monsieur le maire? Il y a un échéancier, il y a un calendrier? Il y a un échéancier, en tout cas il y a une volonté politique d'assurer avec l'établissement. Je ne peux pas donner de date aujourd'hui, je pense que ça serait prématuré par rapport à la réalité du projet, mais j'ose dire qu'on est, quand on raisonne sur le court, moyen et long terme, on est sur une logique de court terme. Mais je veux dire par là que vous avez déjà imaginé l'espace, l'endroit. C'est tout l'enjeu des négociations actuellement avec l'établissement, avec l'enseignement catholique. Aujourd'hui, c'est de définir le bon endroit, le bon espace. Je pense que là-dessus, on est à peu près bon. Le bon ficelage juridique et le bon montage juridico-financier pour que ça soit exécutable sans que la mairie n'apporte aucun avantage indu à l'établissement. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que la ville doit être un facilitateur du projet de l'établissement de s'implanter. Mais la ville ne doit apporter aucun autre avantage que son soutien et que la facilité de construire qu'on peut. Mais voilà, on doit nous être facilitateur, on doit être le moteur du projet, mais par contre sans réaliser un quelconque avantage sur un équilibre juridico-financier. Donc ça, c'est les conditions les plus compliquées actuellement parce qu'elles vont conditionner la faisabilité ou pas.
Et une fois que la faisabilité juridique et financière sont exécutables et qu'on se les ait... Normalement, je pense que d'ici à décembre, on saura si c'est exécutable dans le délai qu'on souhaiterait ou pas. Et à partir de ce moment-là, il ne restera plus que la partie travaux et la partie technique. Monsieur Chambard. Et je crois aussi que derrière, ça illustre bien aussi le fait que le secrétariat général ait mis en place une politique de réserve à projet. Monsieur Diraison pourrait l'expliquer, montre bien que cette stratégie de se dire on garde des moyens pour des projets, des réalisations d'ouverture de projets est cohérent avec le développement de l'enseignement catholique et la pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc je vais le répéter, tout ça en cohérence parce qu'il y a un besoin bien indiqué des familles sur un territoire donné, un territoire au cœur des éléments. C'est un dossier compliqué, Yann Diraison, ou c'est un dossier simple? C'est pas un dossier compliqué, c'est plutôt un dossier passionnant, avec des choses qui sont très clairement posées, me semble-t-il, de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on a une collectivité qui a une volonté, qui fera ce qu'il faut pour faciliter, mais tel que vient de dire Monsieur le maire, dans le strict respect de la loi et des obligations et des impératifs de chacun, ce qui veut dire concrètement un financement d'immobilier qui doit être privé, puisqu'il ne peut pas être public. Et puis une autre donnée qui fait partie des discussions qu'on a eues tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le cadencement de l'ouverture, puisque tous les emplois d'enseignants que l'on mettra à l'école de Florange, il aura fallu, à enveloppe constante, ce qui est notre situation désormais, il aura fallu les enlever ailleurs. On est donc là aussi dans un équilibre global de l'aménagement du territoire conçu sur l'ensemble du territoire national, avec des endroits où, hélas, il n'y a pas d'autre solution que de fermer parce qu'il n'y a plus de demande, parce qu'il n'y a plus de famille, c'est complètement à peu près ça, et la nécessité d'être dans d'autres endroits, de se mettre au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y a la demande, voilà, mais ces choses-là ne sont pas compliquées, elles se font, alors, elles ne se font pas de manière massive, mais on ouvre environ entre 2 et 3 établissements par an, et on déplace environ autant, 2 à 3 établissements par an. 6 sur 7000, donc c'est de l'homéopathique, mais quand on déplace un établissement, on peut déplacer un établissement qui à terme sera un bahut de 2000 élèves. Donc voilà. Victor Hugo disait que celui qui ouvre une porte d'école ferme une porte de prison. C'est gratifiant, monsieur le maire, d'ouvrir une école? Alors, on est sur un territoire qui est passionnant à ce niveau-là, il faut le dire. Le sous-préfet aime bien dire que quand il arrive dans les grandes réunions avec le préfet de région, qui fait un constat calamiteux sur la situation du Grand Est en matière de démographie, et ben lui il lève la main pour dire moi le territoire du Nord-Moselle, mon arrondissement, ce n'est pas le cas. Moi j'ouvre des écoles là où la plupart des territoires enferment. Et il a cette chance, comme moi j'ai la chance d'être le maire d'un territoire où la démographie en fait est une démographie d'immigration interne. C'est des anciens Messins, des anciens Nancéens, c'est des anciens Vosgiens qui se déplacent vers la Moselle. C'est parfois des anciens Luxembourgeois qui se déplacent vers la Moselle Nord. Pourquoi? Parce qu'ils veulent travailler au Luxembourg. C'est ça, aujourd'hui, la démographie locale. Il y a une démographie interne qui est déjà historiquement très forte, mais c'est surtout une volonté aujourd'hui d'une partie de la population d'être frontalière et de profiter de cet Eldorado qui est devenu le Luxembourg et de vivre dans les villes et villages qui sont devenus la périphérie du Luxembourg. Aujourd'hui, entre Metz et Luxembourg, tous les territoires entre Metz et Luxembourg sont devenus la périphérie du Luxembourg. Et c'est ce qui apporte ce dynamisme à ce territoire. Je le dis souvent en rigolant, il ne manque plus qu'une zone franche économique et on fera partie de l'Eldorado. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais ça fait partie quasiment des discussions très concrètes sur nos territoires qui paraissent, pour le reste du territoire français, assez fou, parce qu'il y a un positionnement totalement du territoire sur la frontière. En tous les cas, je n'ai aucun doute sur le fait que votre enthousiasme sera contagieux. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci Yann Diraison, merci Jules Surbat.